Prenez place. Alors, comme il est de coutume par rapport à l'appel, bienvenue déjà pour ce conseil municipal, qui normalement doit être le dernier de l'année 2025. Je dis bien normalement parce que, en espérant qu'il n'y ait pas d'accident qui nous oblige à en faire un autre entre les agapes de fin d'année, en espérant que non. Simplement pour l'appel, puisque les personnes qui devaient faire l'appel, les personnes ne sont pas là encore totalement. Donc, ça va s'adresser aux plus jeunes d'entre nous. Félicitations, Florent. Et c'est à Monsieur Florent Ferrand de faire l'appel. Alors, Francis Alabert, Présent. Virginie Blandin, Présente. Françoise Blondel, Alain Canac, Yvette Duboc, pouvoir à Monsieur Le Perf, Jean-François Le Perf, Herléane Soulier, pouvoir à Madame Blandin, Alain Bressaché, Denise Eudron, Christophe Had, Lorena Touna, absente, Pour l'instant. Florian Lemaire, conseiller, Arnaud Mouillard, Marie-Claude Heranval, Joël Le Soif, Céline Vivet, Jean-Michel Rass, Élise Char, pouvoir à Monsieur Alabert, Olivier Fay, Catherine Desrouard, Marie-Christine Comard, pouvoir à Monsieur Fay, Denis Auchard, Élise Auchard. Ah bon, parce que vous Denis l'avez Auchard, déjà dit. Madame Saténique Buisset, pouvoir à Madame Touna, Florent Ferrand, présent, Louis Drouillot, pouvoir à Monsieur Canac, Françoise Degnaud, Thierry Soudet, absent, Dominique Taladin-Chauvel, William Pina, absent, Michel Dussault, Guillaume Le Prévost, absent, Laurent Bénard, absent, Pierre Wartolise, absent. Lorena Touna vient d'arriver. Bien, merci. Le quorum est atteint. Non, pas de difficulté pour délibérer. Simplement, une petite information avant de démarrer. C'est un problème. Pas de l'ordre du jour sur le fond. J'ai bougé une délibération. La 14e va passer à la 3e, puisqu'il s'agit de la galerie du Chat. Ça nous permettrait, ça permettra à monsieur le directeur de la galerie de le libérer plus tôt que prévu. C'est simplement, on a modifié, pas l'ordre du jour sur le fond, mais sur le numéro des délibérations. Il n'y a pas de problème là-dessus? Il n'y en a pas? Bien, merci. Premier point habituel, c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre dernier. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des appréciations ou des incompréhensions ou mal retranscrits? Avez-vous des commentaires par rapport à ça? Si je n'en vois pas, on va passer au vote. On va faire la gymnastique de fin d'après-midi. Qui est pour? Très bien. Très bien, moi aussi. Je ne vois pas d'abstention ni d'opposition. Merci. La délibération suivante aussi, qui fait partie de nos points réglementaires habituels. Il s'agit des communications. Je rappelle, c'est la phase qui existe entre deux conseils municipaux qui nous permet aussi de faire avancer la collectivité sur des décisions que l'on doit prendre tous les jours pour X raisons. Avez-vous des commentaires ou des questions précises? Oui, Madame Degnaud. Mets mon micro. Oui, c'est mieux. La voix portera mieux. C'est juste un éclairage de votre part, monsieur le maire, notamment sur la toute dernière communication, puisque vous mentionnez que vous autorisez monsieur Christophe Moison, directeur général adjoint des services municipaux, à assister sans prise de parole aux côtés de monsieur le maire qui représentera la commune en présence de son avocat
à l'audience en conciliation du 11 décembre 2025, donc c'est passé, devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer pourquoi vous avez été donc au tribunal paritaire des baux ruraux? Merci. Bon, écoutez, je vais essayer de vous éclairer déjà par rapport à ça. Nous avions une occupation pour activité de quelqu'un qui exploite un terrain, une activité agricole, avec une convention précaire et révocable. Et il se trouve que depuis plusieurs années, nous avons cette convention. Lorsque nous avons revu les tarifs, comme on revoit régulièrement sur le prix de l'herbe, puisque c'est la délibération classique, évidemment, ça n'a pas été accepté par le locataire. Donc à partir de là, on est rentré en situation avec son service juridique, c'est-à-dire son avocat, pour partir sur peut-être la création d'un bail rural. Donc, par rapport à ça, nous sommes en négociation en permanence et presque quasiment tous les jours, il y a une modification sur les propositions des uns et des autres. C'est pour cela que nous avons été convoqués au tribunal des Baux, à Rouen, qui est rue de Cronne, exactement, et pour pouvoir permettre à M. Moison de participer à l'audience, en quelque sorte, il fallait faire cet arrêté. Donc, je dois dire qu'on a fait une dernière proposition. Une dernière proposition qui a été émise, alors ça devait être vendredi dernier, on l'a remis sur champ parce qu'il n'avait pas reçu, paraît-il, donc on l'a reconsidéré, en disant que c'était la dernière négociation faite par la ville. Et s'il n'y avait pas d'entente possible, on irait au fond, c'est-à-dire avec une séance juridique qui se tiendrait en juin prochain, si les deux parties ne s'entendaient pas sur la proposition que nous venons de faire. Alors ce point-là, évidemment, comme c'est précisé, à l'entrée du tribunal, M. Moison a donné l'arrêté du maire qui lui permettait de participer, parce que là c'est très cadré, exactement, c'est très cadré, ce qui est normal d'ailleurs, et voilà quelle est la situation de ce point-là. Pour notre gouverne, il est où ce terrain agricole? Pardon? Pour notre Alors, gouverne, il est du côté du SDIS, derrière le SDIS. c'est les fameux 5 ou 6 hectares, je ne sais plus. Oui, il y a plusieurs hectares, oui, c'est derrière le SDIS. C'est les 5 ou 6 hectares, je ne sais plus. Comment? Bien, combien d'hectares? Je ne me souviens plus du nombre d'hectares. Je parle autour de 6, mais sans précision, plus que je disais ça. entre 5 et 6, donc en fait j'avais bien... À peu près, à quelques points près. D'accord, donc c'est bien ce terrain-là qui... Voilà, c'est ce terrain-là. Ok, merci. Merci. Pas d'autres questions? Très bien, merci. Alors, comme je vous avais dit, nous allons modifier la présentation de l'ordre du jour dans le tempo, et sur ce point-là, qui est le point numéro 3, qui était le 14 antérieurement, qui devient le numéro 3. Quelle progression, monsieur le directeur de la galerie, par rapport à ça? Donc, c'est ce qui va être vous exposé actuellement, c'est la galerie du Champ, présentation de la programmation, ainsi qu'après, il y aura le rapport d'activité sur ce point-là. Jean-François, on va se faire à deux voix entre Jean-François et monsieur le directeur. Vous commencez quand vous voulez. Merci Monsieur le maire, merci Mesdames et Messieurs les élus de m'inviter pour la deuxième fois, je crois, au sein du conseil municipal pour présenter les travaux d'avancement de la Galerie du Champ. Vous m'aviez invité il y a 3 ans au moment de la signature de la CPO, du contrat pluriannuel qui lie la Galerie du Champ avec l'ensemble de ses partenaires financiers, à savoir évidemment la ville d'Yvetot, mais aussi l'État, la région, le département. Et j'avais pu ainsi vous présenter non pas la programmation, mais la philosophie du projet de la Galerie du Champ pour les 3 années qui allaient venir. Donc nous sommes aujourd'hui à la fin de cette première CPO. Nous sommes en train d'en préparer une seconde avec l'ensemble de nos partenaires, les mêmes partenaires qui nous suivent et qui nous soutiennent activement depuis 2022, depuis mon arrivée. Je suis arrivé en mars 2022 à la direction de la Galerie du Champ. Aujourd'hui, nous avons 4 ans quasiment
de travail ensemble, de travail où votre confiance m'honore et que j'espère avoir été digne avec l'ensemble des collaborateurs de la Galerie du Champ qui travaillent tous les jours, parce que vous savez que la Galerie du Champ est le service municipal ouvert tous les jours de la semaine et qui est ouvert au public 5 jours par semaine pour accueillir les visiteurs, les élèves, puisque l'école d'art plastique, c'est aussi la Galerie du Champ, et ainsi que de nombreuses classes. Mais je vais vous faire une présentation succincte, si vous me le permettez, de ce bilan de cette première CPO. Il me semblait important de vous la présenter. En introduction, et juste quelques mots pour vous donner des informations d'ordre plus général sur la vie de la Galerie du Champ et du musée municipal de la ville d'Yvetot, le musée des Ivoires. Le musée, comme vous le savez, a une préfiguration de sa salle principale pour les Journées du patrimoine. Elle est, cette préfiguration, accessible au public sur les horaires d'ouverture de l'Office du tourisme. À partir de janvier, les horaires seront un petit peu étendus, de telle manière qu'on puisse accueillir plus de monde et surtout des groupes à partir du mois de mars, puisqu'on va, dans la même dynamique que celle de la Galerie du Champ, pouvoir accueillir des groupes scolaires, mais pas que, au musée et leur faire découvrir le patrimoine yvetotais que nous avons repensé, et à travers une collection permanente qui est exposée en partie, mais aussi des expositions temporaires, puisqu'il y aura entre 2 et 3 expositions temporaires par an. Et sur la même dynamique que la Galerie du Champ, ce sera surtout la période estivale qui sera mise en avant avec des expositions voilà, qu'on réalisera avec des partenaires institutionnels nationaux, voire internationaux pour 2027, mais ça on a le temps d'en parler, de telle manière à donner aussi un éclairage sur le musée des Ivoires et sur les collections patrimoniales yvetotaises, puisque le projet c'est quand même de partir de cette collection que la ville possède en grande partie depuis 1929 grâce au legs de Louis Ferron, comme vous le savez. La Galerie du Champ, c'est aussi un projet de réhabilitation. Je ne sais pas si vous le savez, puisque les choses n'ont pas été annoncées officiellement. Elles ont été annoncées officieusement lors du dernier du dernier comité de pilotage de la Galerie du Champ par la région elle-même. Mais la Galerie du Champ est le projet de réhabilitation du bâtiment qui réunira à terme la Galerie du Champ, l'école d'art plastique ainsi que le musée, bénéficie du soutien de la communauté européenne à travers le fonds FEDER. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que le fonds FEDER est acquis pour le projet de réhabilitation de la Galerie du Champ à hauteur de 1,7 million, ce qui est une somme relativement importante et qui nous permettra, je suis sûr, d'engranger avec nous et d'emmener avec nous l'ensemble de nos partenaires pour ce projet qui est unique en France, puisqu'il réunira un centre d'art contemporain labellisé d'intérêt national, un musée de France et une école d'art plastique. Voilà. Alors la Galerie du Champ 2022-2025, en quelques chiffres très succincts, c'est une équipe déjà, puisque vous le savez que nous avons en tout à la Galerie du Champ, c'est 16 personnes qui travaillent toute l'année. Alors évidemment en ETP, en équivalent temps plein, c'est évidemment un peu moins, mais c'est une équipe voilà, qui est un peu sur tous les fronts, qui se partagent aux différents métiers, qui font en sorte que la Galerie du Champ puisse vous accueillir les Yvetotais, les Yvetotaises, ainsi que les enfants de Yvetotais et de la Comcom toute l'année. Et c'est un travail au long cours, ainsi que notamment, comme vous le savez, la communication, qui est un des axes importants que j'avais voulu mettre en avant dès 2022 et qui, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Alors, la Galerie du Champ, c'est évidemment montrer la création active. Ça a été 21 expositions en 3 ans et demi. C'est-à-dire 65 artistes, donc 35 femmes et 30 hommes. Donc vous savez qu'on fait le jeu plus que cela même de la parité. C'est 16 artistes en résidence, donc des artistes qui viennent en milieu scolaire, mais pas que, qui viennent aussi dans les structures sociales, faire du lien entre milieu scolaire, structure sociale et la Galerie du Champ. Et sur cette période 2022-2025, ça a été le cas dans 11 établissements scolaires. Voilà, donc c'est 1040 élèves touchés par ces actions que vous soutenez depuis le début, depuis l'histoire de la Galerie du Champ. 1040 élèves sur 3 ans qui sont à compter, en plus évidemment des élèves qui viennent voir des expositions à la Galerie du Champ. C'est des partenaires institutionnels voilà, que j'ai voulu importants pour nous soutenir, pour nous aider, pour, comme je le dis,
de manière plus franche pour se muscler aussi, c'est-à-dire s'accoler avec des grands établissements publics tels que le Centre Pompidou, le Musée national d'art moderne, le musée d'Orsay, voilà, des musées plus modestes mais qui font partie du territoire, qui est par exemple le musée de Pont-Audemer, le musée du Havre l'année prochaine, mais aussi le Palais de Tokyo, qui est le grand centre d'art contemporain à Paris, ou l'ESADA, qui est l'école de Rouen, l'école des Beaux-Arts de Rouen et du Havre, mais on aurait pu aussi ajouter l'ESAM, qui est celle de Caen. Donc voilà, faire en sorte qu'on puisse travailler avec des partenaires institutionnels reconnus, connus, et dont la qualité de programmation et la qualité de service public n'est pas à défaire. Comme je le dis souvent, la Galerie du Champ, c'est un peu une forme de décentralisation culturelle, et qu'on amène voilà, l'appétence et j'espère un peu des compétences des grandes institutions à IFTO pour un public le plus large possible. C'est aussi, comme vous le savez, des éditions, donc les petits formats que vous connaissez tous, qu'on distribue désormais gratuitement depuis 2022 à la Galerie du Champ. Donc c'est 10 petits formats qui racontent les histoires des expositions. C'est 9 artichouettes et 8 super qui sont les éditions pour les enfants et pour les adolescents, qui permettent en fait d'accompagner ce très jeune public et ce jeune public au sein de nos activités. Et puis évidemment, c'est transmettre. Donc transmettre, c'est les cours d'art plastique de la Galerie du Champ. Donc c'est 5 cours enfants et 7 cours adultes. Donc chaque année, on a à peu près 120 élèves chaque année. Je précise aussi que c'est une des recettes, la recette la plus importante de la Galerie du Champ, mis à part évidemment les mécénats. Mais c'est la recette, c'est la partie qu'on nous reverse à la ville directement, ou aux alentours de... on a un petit peu augmenté, mais on a dû commencer quand je suis arrivé à 20 000 euros, et aujourd'hui on est à 27 ou 28 000 euros. Alors le nombre de visiteurs, je sais que c'est comme ça, vu comme ça, ça a l'air assez improbable et incroyable, mais c'est pourtant la réalité. Je me suis amusé parce que j'entends par-ci, par-là des gens qui se disent « Oh quand même, 10 000 visiteurs, ça me semble énorme pour IFTO ». Non, j'ai ramené pour vous le montrer les cahiers qui sont remplis par l'ensemble des médiateurs et les personnes qui font l'accueil de la Galerie du Champ, qui tous les jours notent scrupuleusement les personnes qui rentrent dans la Galerie du Champ, que ce soit des groupes ou des gens individuels. J'avoue que j'ai été un peu chafouiné, pour ne rien vous cacher, du fait qu'il y avait certaines personnes qui remettaient en cause ces chiffres, parce que ça remet aussi en cause le travail des agents de la Galerie du Champ, qui viennent tous les jours travailler, qui sont là pour accueillir les publics, qui font en sorte que les médiations soient les plus larges possibles, les plus avenantes et les plus accueillantes, et que voilà, 10 000 visiteurs, ça peut paraître beaucoup, c'est beaucoup, effectivement, c'est beaucoup. Alors on a été aidé cette année par l'exposition David Lynch, évidemment, qui a suscité beaucoup d'émotions, mais aussi de visites un peu partout en Europe, des gens qui venaient de très loin pour voir cette exposition, donc on est très fiers de les avoir accueillis. À noter que l'Office du tourisme a noté une progression durant l'été, durant la période de l'exposition, d'une augmentation de 30% de gens qui passaient le cadre de l'Office du tourisme pour avoir des renseignements sur la ville ou sur l'exposition David Lynch. Donc ça, on est très heureux d'avoir pu contribuer à cela, mais c'était aussi vrai pour l'exposition de Marc Desgrands-Champs de Fabrice Hibert en 2023. Donc oui, c'est une très nette progression, mais ça ne s'est pas fait sans travail, sans votre aide à tous, parce que vous nous avez permis de travailler, de mettre les moyens, de faire en sorte que ça puisse exister. Donc c'est un bravo collectif en fait que je nous adresse ce soir. Donc voilà, donc la fréquentation, vous voyez, qui est vraiment assez importante sur les 10 dernières années. Quelques moments festifs à la Galerie du Champ, auxquels vous participez le plus souvent. Voilà, donc ça c'est très net aussi, c'est les chiffres un petit peu détaillés, donc les visiteurs libres, vous voyez, donc les visiteurs individuels qui viennent en visite le week-end, généralement a considérablement augmenté, mais aussi vous voyez que les groupes scolaires, les ateliers ont un peu baissé, mais c'est parce qu'on en fait un petit peu moins, parce qu'on a été obligé de recentrer un peu nos activités, et puis surtout les groupes scolaires, vous voyez que ça on est assez stable, il y a une légère progression sur la période, mais les groupes scolaires sont toujours extrêmement accueillis à la Galerie du Champ. C'est même le travail quotidien de l'ensemble des agents de la galerie, notamment des 3 médiateurs et médiatrices qui travaillent tous les jours à les recevoir. Et la provenance des groupes, alors ça c'est très intéressant puisqu'on s'aperçoit que malgré cette légende tenace, c'est quand même les IFTOTais qui participent
pour beaucoup à la fréquentation de la Galerie du Champ, et vous voyez un petit peu moins Cocom, et puis hors CCY, donc c'est évidemment soit les gens du Rouen, de Havre, mais voilà, parfois de bien plus loin, et ce bout de camembert hors de la Comcom est en train de grandir au fur et à mesure des années, donc ça on est assez heureux de cela, et donc ça se fait beaucoup avec la communication. On a eu des pics à 38 000 vues cet été avec l'exposition Lynch, sur nos réseaux sociaux. Et puis c'est la presse, et ça parle aussi de soi-même, c'est-à-dire qu'en 2022, on avait une vingtaine d'articles de presse par an. Aujourd'hui, si je vous montre juste la revue de presse David Lynch, c'est 120 pages d'articles, aussi bien en presse nationale, en presse quotidienne nationale, en radio, en télévision, puisque vous savez qu'on a été sur Arte, sur France 3, sur BFM, on a fait la couve de Libé, enfin bon, voilà, donc il y a eu une nette progression, et c'est cette progression au niveau de la presse qui a permis aussi la progression des activités de la Galerie du Champ. Voilà pour cette présentation très succincte. La prochaine CPO, donc qui lira l'ensemble des partenaires de la Galerie du Champ, sera sans doute présentée au mois de février, puisqu'elle est en cours de rédaction avec l'ensemble de la région, du département et de la DRAC, pardon. Voilà, nous sommes en train de la rédiger. C'est un peu long, c'est un travail un peu fastidieux, très technique, voilà, mais qui nous permettra voilà, de poursuivre ces activités et de faire en sorte que l'ensemble de nos partenaires continuent à nous suivre comme ils le font. Et ils le font d'autant plus qu'avec le projet de réhabilitation du bâtiment, eh ben, ils sont particulièrement attentifs à ce que nous présentons et la manière de travailler qui est la nôtre, qui est, je crois, et je parle sous votre contrôle, monsieur le maire, je crois saluée par l'ensemble des partenaires, un peu en exemple, en tout cas pour la région Normandie. Voilà pour moi, je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Simplement, aussi, je voudrais saluer, souligner cette évolution de la Galerie du Champ, qui, je pense, sous la houlette du directeur et toute l'équipe qui manage, ont démontré la qualité de cette structure et surtout la tranquillité que cela amène également à l'entrepôt. Je tenais à souligner l'autre point, peut-être, c'est le travail qui est fait aussi à l'espace mosaïque. L'espace mosaïque, c'est une instance qui est gérée dans le cadre médico-social du CCS d'Yvetot. Et quand j'étais arrivé, d'aller rencontrer cet espace mosaïque et les personnes qui étaient présentes. Et je pense qu'il y avait une forme de lumière dans les yeux de ces personnes-là qui participaient à une action culturelle. Et je crois que ça aussi, on peut s'en féliciter. On peut remercier parce que c'est un travail pas toujours. Simplement rappeler tous ces efforts qui sont faits vers l'habitat également. Et ça aussi, c'est grâce aussi à la Galerie du Champ, grâce aussi aux éducateurs, grâce aussi à la structure du CISES, que les personnes handicapées, quelquefois, ils puissent avoir aussi leur moment de culture et surtout leur moment aussi de création. Merci bien, merci encore, monsieur le directeur. Par rapport à ça, avez-vous, par rapport à ce qui vous a été présenté, au président Léa, avez-vous des questions à poser? Je n'en vois pas, parce que la présentation a été précise, exhaustive. Après, je vais revenir à la délibération elle-même. La délibération, c'est la présentation de la programmation 26. François, Je continue, je suis lancé. Ça, je viens une fois tous les 3 ans, autant en profiter. Donc la programmation de 2026, elle est, je ne vous le cacherai pas, un peu réduite par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que la blague que je fais depuis quelques jours, c'est en 2025, avant 2025, on faisait 5 expositions, donc on va réduire un peu, on va en faire 6. Donc on réduit un peu la voilure malgré tout, parce qu'on va faire des doubles expositions, c'est-à-dire des expositions qui sont, enfin 2 expositions concomitantes au rez-de-chaussée et au premier étage, comme on l'a fait un peu l'année dernière. Donc là, on finit jusqu'au mois de mars l'exposition de Yuxing Hushang, qui est une artiste taïwanaise. Je vous encourage à venir voir si ce n'est déjà fait.
puis nous enchaînerons sur une double exposition. Une première exposition au rez-de-chaussée au mois de mars qui sera d'une jeune artiste, Elisa Barbier, qui est une exposition qui est réalisée en partenariat avec les ADAR, donc l'École des Beaux-Arts de Rouen et du Havre, ainsi que le Palais de Tokyo et la Cité internationale des arts à Paris. C'est une jeune artiste. Vous savez que notre travail, c'est de montrer de faire la promotion de l'art contemporain, de montrer l'actualité de l'art contemporain, mais c'est aussi et surtout de soutenir les jeunes artistes, et notamment les jeunes artistes du territoire. C'est notre mission, et donc nous l'accomplissons avec grand plaisir avec cette exposition d'Elisa Barbier. Et concomitamment, au premier étage, il y aura une exposition un peu étrange, je ne vous le cache pas, très personnelle, puisque c'est une exposition qui s'appelle Insomnie, et qui permettra une visite je dirais assez décomplexée, qui permettra de regarder des vidéos d'artistes, mais pas que, en s'affalant dans des sofas. On sera parfait pour faire la sieste. Et c'est une manière aussi de montrer autrement les films d'artistes et l'actualité de la vidéo dans l'art contemporain. Ça sera pour le printemps. Ensuite, nous aurons l'exposition d'été, qui est faite une fois encore en partenariat et avec le soutien du festival Normandie Impressionniste. Donc ça, on est très content parce que c'est un soutien important en termes de visibilité et en termes d'accueil. Ça sera une exposition d'un artiste quarantenaire qui est peintre, qui est Jérémy Liron. Donc oui, un jeune artiste qui est Jérémy Liron, qui présentera une sélection de tableaux peints. Tableaux qui seront mis en regard avec des œuvres qui l'interpellent, qui l'intéressent, et ça c'est monté en partenariat avec différents musées de la région et pas que, qui nous prêteront des œuvres en regard. Donc il y aura sans doute une œuvre de Dufy, des gravures de Constable, voilà, des choses un peu en regard, donc qui me permettra de lier art contemporain et patrimoine, puisque c'est un peu le projet qui permettra de relier à terme le musée et la galerie. Ensuite viendra une exposition de Simon Geneste. Simon Geneste est un jeune artiste Castelroussin. Les Castelroussins, monsieur le maire, ce sont les habitants de Châteauroux. Et nous aimons beaucoup Châteauroux. Et ce jeune artiste, en fait, absolument. Et va travailler toute l'année avec nous, puisque précédemment nous avions trois artistes en résidence. Cette année nous n'avons qu'un, mais un qui dure longtemps, qui reste longtemps sur le territoire, qui va travailler notamment beaucoup avec l'école Caen-l'Ermite, mais avec le CCAS, avec l'espace Mosaïque, et qui va permettre de faire le lien entre différents services de la ville, entre les écoles, les centres sociaux, l'hôpital de jour, de telle manière à créer un lien, de faire ensemble, de faire vie commune, puisque c'est le nom de ce programme. Et cette exposition racontera un peu cette aventure qui se déroule depuis quelques semaines et qui se terminera donc en septembre prochain. Donc vous voyez, c'est une résidence un artiste qui vient longtemps sur le territoire pour vraiment rencontrer les Yvetot et les Yvetotaises et travailler avec eux. Voilà, ça sera la fin de l'année. Puis on fera sans doute une exposition un peu comme on l'avait fait il y a 3 ans, où on présentera les travaux des élèves de la Galerie du Champ dans le centre d'art avec le regard d'un professionnel. Voilà, c'est l'ensemble de nos activités. Bien évidemment, toujours les éditions, les petites éditions, les petits formats, la résidence, et puis toutes plein de choses et des petites surprises de programmation, des concerts, voilà, pour continuer à faire vivre ce lieu et à faire vivre Yvetot à travers le prisme de l'art contemporain. Voilà. Bien, écoutez, merci pour cette aussi présentation de programmation. Je vous fais remarquer que je suis sous contrôle vocal. M'amène des micros, me les enlève. Je suis sous contrôle vocal. Et je dois dire que pour un élu, quand on est sous contrôle de voix, ça peut être difficile à gérer par la suite. Ceci étant dit, mais c'est avec plaisanterie que je dis cela. Par rapport à la délibération qui vous est présentée, c'est aussi une décision à prendre. Il y a un vote qui est prévu, qui est programmé. C'est le conseil municipal est par conséquent invité. Avez-vous d'autres questions? Excusez-moi. Avez-vous d'autres questions par rapport à la programmation qui vous a été présentée? Pas de problème. On va passer. Le conseil municipal est par conséquent invité à prendre connaissance et à valider la programmation artistique et culturelle 2026 de la Galerie du Champ, telle que présentée en annexe.
inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation au budget prévisionnel 2026, autoriser le maire à signer tous les documents pouvant être la suite ou la conséquence de la mise en place de cette programmation, y compris les avenants éventuels. On peut passer au vote. Qui est pour? Les abstentions, je n'en vois pas, et des contre non plus. Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Merci pour votre présentation. Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous remercier et féliciter aussi toute l'équipe de la galerie. Délibération suivante. Avenant numéro 1, on reprend le cours de l'histoire. Là. Avenant numéro 1 à la convention d'opération de la revitalisation du territoire Yvetot-Normandie. Là, vous savez que nous avions signé il y a quelques années cette opération de revitalisation du territoire qu'on appelle ORT, et on va y retrouver tous les axes qui étaient gérés par la communauté de communes et ainsi que de communes comme Sainte-Marie des Champs et la ville d'Yvetot, avec des axes qui vous sont précisés dans la délibération. Cette convention, comité de communes Sainte-Marie et Yvetot, conclue le 14 décembre 2023 en fixant les modalités. Cette convention portait sur deux objets complémentaires, avec l'ORT défini dans l'article, et le programme de Petite Ville de demain porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Compte tenu de la poursuite de ces objectifs fixés, de l'avancement des actions engagées et la nécessité d'assurer la continuité des opérations prévues, l'État va proroger la durée de validité du volet de la Convention portant sur le programme Petite Ville de demain, selon les termes définis à l'avenant. L'avenant proposé a pour objectif de prolonger cette convention jusqu'au 31 décembre 2026. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des remarques? On peut passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à accepter de prolonger la durée de validité de la convention jusqu'au 31 décembre 2026 afin de permettre la poursuite et l'achèvement des actions prévues dans le programme d'ORT. On peut passer au vote. Qui est pour? Très bien, merci. Les abstentions, je ne la vois pas. Délibération suivante. On va rentrer dans une partie un peu plus finance. C'est l'autorisation, comme tous les ans, d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Alain Canac. Ça ne fonctionne pas. Je ne chante pas. Oui, donc comme chaque année à cette date, en décembre, nous devons autoriser Monsieur le maire d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. À savoir, il peut engager 25% du montant payé l'année précédente. Vous avez donc en annexe toute la liste des articles pour lesquels Monsieur le maire est autorisé à engager, liquider et mandater avant la vote du budget, cette année qui sera votée au mois de février, avec le montant en face pour chaque article. C'est quelque chose de régulier chaque année. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Voté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Constitution d'une provision pour risques et charges. Budget annexe publication. Provision sur créance douteuse. Alain Canac. Ça aussi, donc, nous l'avons déjà fait pour le budget général en 2023. Nous sommes tenus de créer des provisions pour faire face aux impayés. Donc là, il se trouve que ça s'est porté sur le budget annexe publication et qu'il est nécessaire donc de prévoir une somme pour pouvoir régler ce qui n'a pas été réglé, à savoir constituer une provision de 492 €, le budget annexe publication. Ça correspond à une somme qui n'a pas été réglée pour l'insertion dans le guide d'Yvetot.
n'a pas le droit de dire qui est. Évidemment. Voilà. Des questions? Là aussi, c'est très technique. Hein. Donc, qui est pour? S'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Vote à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Fixation des tarifs des services communaux. Budget principal, ville. Alain Canac, toujours. Alors là encore, comme chaque année, nous avons la revalorisation des tarifs. Nous regardons de près, bien sûr, avant de prendre une décision, de proposer une augmentation, quelle est l'inflation nationale, qui tourne cette année autour de 1%. Certains disent 1, 2, 1, 3, d'autres un peu moins. Bon, mettons 1%, nous avons donc décidé d'augmenter les tarifs municipaux, tels qu'ils figurent dans les différentes annexes, de 1%. Donc là-dessus, vous avez occupation du domaine public et droit de place, donc qui augmente de 7%. Vous avez les tarifs de travaux effectués pour les services communaux en régie pour les comptes de tiers, comme chaque année, c'est la même chose. Vous avez les cimetières. La borne de camping-car, là vous allez me dire qu'il n'y a pas effectivement d'augmentation. Nous sommes passés de 3 à 4 euros, je crois que c'est en mars dernier. Enfin, nous avons décidé ça l'an dernier en décembre et nous n'avons pu l'appliquer qu'en mars. Donc là, on ne remet pas 1% sur ça, bien sûr. La borne de recherche pour véhicules électriques, la décision d'augmentation a déjà été prise, je crois que c'est en septembre. Donc on le rappelle simplement dans cette délibération. Hein, il n'y a pas là d'augmentation d'1%. Et redevance des locaux mis à disposition des associations. Voilà. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Ça aussi, ça revient régulièrement tous les ans. C'est la mise à jour du tableau de classement des voies communales applicables au 1er janvier 26. Virginie Blandin. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, comme tous les ans, on doit faire un état de l'ensemble du linéaire de voies classées pour la commune et ça permet d'ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement. Donc, l'ajustement, le seul ajustement cette année concerne le classement des voies communales à caractère de rue qui s'élevait précédemment à 45 085 000 mètres linéaires. Donc, on rajoute, c'est des délibérations qu'on a prises durant cette année, le parc des Ormes qui a été classé dans le domaine public de la rue des Champs à la rue des Zigzags pour une longueur totale de 250 mètres linéaires. La résidence des Ormes de la rue du Vieux-Sainte-Marie et qui se termine en impasse pour une longueur de 205 mètres linéaires, ce qui porte notre linéaire total pour les voies communales à caractère de rue à 45 540 mètres linéaires total. Et pour le reste, ça reste inchangé. Bon, tout ce qui est chemin, on est à 8 649 mètres linéaires. Pour les places ouvertes à la circulation publique, 5 748 mètres linéaires. Pour les avenues, 1443 mètres linéaires. Et pour les allées, 2390 mètres linéaires. Ce qui nous amène à un linéaire total des voies communales à 63 770 mètres linéaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Je n'en vois pas, donc je vais vous proposer dans ces cas-là d'approuver le tableau de classement des voies communales au 1er janvier 2026 tel que je viens de vous le présenter et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à prendre toutes les décisions afférentes à cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Bien, merci. Délibération suivante, mise à disposition de locaux, associations concourant à la satisfaction de l'intérêt général de la ville. C'est une mise à jour au 1er janvier 2026. Alain Canac qui nous présente cette délibération. Alors, depuis quelques... Non. Oui, ça fonctionne? Oui.
Alors, depuis quelques années, nous avons effectivement, à la demande de la préfecture d'ailleurs, établi la liste des associations concourant à la situation d'intérêt général de la ville. Donc, au 1er janvier, nous revoyons, enfin, à la dernière réunion de décembre, pour une mise en œuvre au 1er janvier, nous revoyons l'ensemble des associations qui peuvent répondre à cette satisfaction d'intérêt général. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la délibération. Vous avez effectivement à côté, en annexe, la liste de toutes ces associations. Donc, y a-t-il, je vous pose la question, on a essayé de travailler de manière la plus exhaustive possible, de n'oublier personne. Peut-être a-t-on mis des gens qui n'auraient pas fallu être, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur cette liste? C'est ça évidemment important. Oui. Ça ne sera pas une remarque, mais ça ne sera pas une participation au vote, parce que je suis présidente de certaines de ces associations. Ok. C'est la même chose pour tous ceux qui sont éventuellement présidents d'associations figurant sur cette liste. Merci. François. Oui. Non plus. Très bien. Ok. C'est pas de l'abstention, hein. C'est non-participation au vote. Donc il y en a 3, 4. Non, c'était pas. C'est surtout les présidents, puisque présidents. c'est eux qui ont une décision sur. C'est bon, il n'y a pas de questions. On peut envoyer cette liste telle qu'elle est en préfecture. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention au nombre de personnes qui ne votaient pas. 4. C'est 4, c'est ça? C'est noté, je pense. C'est noté. Merci. Bien, merci. Délibération suivante. Instance citoyenne, mandat 2025-2027. Évolution de la délibération qui avait été présentée au mois de mai dernier. Céline Vivet. Ça fait un peu triste, ça. Hein. Candidature de jeunes élus pour le conseil municipal enfant, le groupe est complet, mais pour les jeunes collégiens, seuls 7 candidats se sont présentés dans le collège. Donc on n'a pas procédé à des élections. On vous demande en fait de valider leur candidature et d'honorer leur engagement en les intégrant au conseil municipal jeune. Peut-être que le conseil municipal jeune sera grossi par les élèves du CM2 qui passeront au collège l'année scolaire prochaine, mais au demeurant, seuls 7 candidats sont présents. Mais je vous propose donc quand même honorer leur engagement et leur permettre d'intégrer un conseil restreint, certes, mais d'écouter quand même leurs idées et de mettre en application leur projet. Voilà. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Voilà. Pas de questions? Merci. Bien, merci. D'abord, ça va rassurer aussi, ça va permettre à d'autres enfants de participer. Et après tout, c'est quand même hyper intéressant. Délibération suivante. Convention de partenariat entre le cinéma, les Arches Lumière et l'espace culturel Les Vikings pour l'année 25-26. Jean-François Leperf. Alors, cette convention de partenariat, ça fait maintenant 5 années maintenant que nous avons cette convention avec le cinéma Les Arts et Lumière. Cette convention nous permet d'afficher toute la saison culturelle sur tous les écrans avant les séances de cinéma. Donc pour nous, c'est un bénéfice incroyable et ça permet de faire une communication de nos spectacles qui est importante. En échange de cette information, les Arches Lumière peuvent demander 6 places sur les spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle. Avez-vous des questions? On parle bien de la programmation que celle qui est financée par la ville d'Yvetot. Oui, exactement. Oui, pas la programmation privée, hein, c'est la saison culturelle municipale. C'est combien de spectacles par an maintenant? On est sur
17 spectacles, il me semble. Réellement, Yvetot? Oui. Parce que... Oui, parce qu'on compte aussi tous les apéros-concerts, les apéros-concerts et les spectacles qu'on fait dans les grandes salles. Concert, c'est plus de la moitié maintenant. Oh non, on en fait un par mois, sauf au mois de décembre, il n'y en a pas, et on doit en faire 6 dans l'année. Oui, c'est quasiment, oui, pas très loin. C'est un tiers. Avez-vous d'autres questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Bien, merci. Délibération suivante. Il s'agit de la saison culturelle municipale, convention de partenariat entre l'association Culture du Cœur et l'espace culturel Les Vikings pour la saison 25-26. Alors, une délibération qui ressemble un peu à la précédente, mais là, avec l'association Culture du Cœur. Culture du Cœur est une association qui permet à des gens qui sont éloignés et démunis d'assister à des spectacles de façon gratuite. Donc, on passe une convention tous les ans avec cette association. Quand ils ont besoin pour les spectacles de la saison culturelle municipale, ils nous demandent des places, on met à leur disposition les places qui sont demandées. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on arrive à drainer beaucoup d'Yvetot? Alors ça, c'est à la demande de l'association, c'est très variable. Je vois l'an dernier, il y a eu très peu de demandes, il y a eu peut-être 5-6 demandes. Donc c'est assez variable. Alors c'est une association avant qui était dirigée par Jean-Pierre Chombard, qui était Yvetot, donc c'était plus facile. Maintenant, c'est dirigé par l'association qui est à Rouen. Donc ils sont un peu plus éloignés et c'est beaucoup plus difficile. Mais ça fonctionne quand même. Oui, si cela permet à un public un peu en difficulté ou éloigné, comme ça a dit tout à l'heure, je crois qu'encore une fois, on peut être très, très valorisé par cette action et surtout rappeler un peu ces actions multipliées par un nombre important qui permettent aussi d'accéder à la culture. Le sens de ma question, c'était que ça soit plus au bénéfice des Yvetotais qui devraient avoir cette approche culturelle, simplement. Pour information, pour avoir participé à certains spectacles où l'association était représentée, je peux vous dire que sur la dizaine de personnes, il y en avait au moins 8 qui étaient Yvetotais au spectacle où j'étais. Bien, merci. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Délibération suivante, convention entre la ville et l'association Faire vivre le manoir du Fay. Alors par rapport à cette convention, je dois rappeler qu'avec les services et moi-même, nous avons fait beaucoup d'allers-retours pour l'écriture de cette convention. Il y avait quelquefois des incompréhensions, notamment avec la manifestation importante que nous faisons, qui s'appelle les Lumières au Fay, se posaient quelquefois quelques soucis de communication pour cette présentation. Ce qu'il en résulte quand même, à titre général, c'est qu'évidemment, on considère le travail qui est effectué par cette association sans difficulté, sans problème. Et ensuite aussi, c'était pour qu'on communique un peu mieux entre les deux structures, notamment sur des calendriers de manifestations que organisent régulièrement, comme la Journée nationale des jardins, etc. Et d'autres points, comme ils organisent quelquefois quelques concerts à l'intérieur, soit avec la maîtrise, soit avec d'autres groupes. Mais je pense que par rapport à ces points-là, je pense que tout le monde a reconnu d'un point majeur, d'abord que l'ensemble foncier, manoir du Fay, même les jardins, sont la propriété de la ville d'Yvetot, qu'on met à disposition pour les jardins notamment, et pour leur animation au cours de l'année, sans compter toutes les visites qui sont organisées auprès des habitants et d'autres d'ailleurs, pour visiter le manoir et donner quelques éléments, quelquefois historiques, de cette structure notamment. Donc,
La ville d'Yvetot met à disposition à l'association des moyens, notamment du public. Rappeler aussi que toute communication de leur part doit porter le logo de la ville d'Yvetot, ce qui me semble à peu près une situation qu'on rencontre dans tous les domaines où il y a une activité associative sous le contrôle de la ville quand même, en s'interdisant certains points, mais c'était surtout, je pense, ces rencontres ont permis aussi de mettre en place des calendriers de comités de pilotage qui existaient, mais que c'est quelquefois à géométrie variable dans le temps. Mais là, on est arrivé à ce texte-là qui va conforter un peu l'animation de cette association et surtout nous aussi d'avoir cette conjugaison d'efforts et de communication pour qu'on puisse travailler en toute sérénité, c'est-à-dire s'obliger avant la manifestation de prévenir la ville qui a telle opération, etc. Je pense que c'est de bonne loi, il fallait l'écrire, puisque le temps passe, les gens tournent, les responsables tournent, et au moins il y aura un document officiel qui précisera tous ces points de la Convention. À vous des remarques ? Il n'y en a pas, on peut passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Des contre, je n'en vois pas. Merci. Délibération suivante. Billetterie, saison culturelle, partenariat, gratuité pour la saison 25-26. Jean-François Leperf. Ça marche. Pour la saison culturelle, il nous arrive de délivrer des billets gratuits. Cette gratuité a des sous-conditions. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, pour Culture du Cœur, pour le cinéma des Archerivières, dans le cadre de la convention que nous avons passée tout à l'heure, pour le CCS nous demande la gratuité pour les spectacles de la saison culturelle. Aussi pour les producteurs de spectacles. Il y a certains producteurs de spectacles qui aiment inviter d'autres partenaires, donc ils nous demandent des gratuités pour leurs invités. Et aussi tous les partenariats de communication. On est partenaire avec Tendance Ouest. Donc Tendance Ouest nous demandera de mettre à disposition aussi des places gratuites pour leurs invités. Donc, bien sûr, ces invitations sont délivrées par M. le maire et elles font l'objet d'une liste. Donc, voilà. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci. Délibération suivante, mandat au centre de gestion de la Seine-Maritime afin de conclure une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d'un contrat groupe d'assurance statutaire. Virginie Blandin. Donc effectivement, les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que nous, les collectivités, continuions à verser la rémunération des agents en incapacité de travail sous certaines conditions, afin de se protéger contre ces risques financiers qui sont inhérents à cette obligation de protection sociale. Nous pouvons souscrire une assurance qu'on appelle statutaire. Et donc, il est possible soit de passer un contrat d'assurance directement, soit de donner mandat au centre de gestion pour souscrire un contrat groupe d'assurance collective qui garantit les risques que chaque collectivité encourt à l'égard de leur personnel en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité. Donc, ça comprend tout ce qui est maladie ordinaire, maternité, congé de longue maladie et longue durée, ou les accidents ou maladies imputables au service. Il s'avère que le contrat actuel du centre de gestion 76 a été souscrit donc le 1er janvier 2023. Il y a 689 collectivités qui adhèrent à ce dispositif et il arrivera à son terme le 31 décembre 2026. Donc par courrier du 2 septembre, le centre de gestion nous a informé qu'il allait relancer ses procédures préalables à l'organisation de la mise en concurrence et il souhaitait connaître l'avis de la ville d'Yvetot
pour savoir si elle participait ou non à cette mise en concurrence. Il faut savoir qu'à la ville d'Yvetot, nous avons un marché assurance statutaire qui a été signé le 1er janvier 2024 pour une durée de 48 mois, résiliable 6 mois avant la date anniversaire, et qui concerne l'ensemble de nos agents affiliés à la CNRACL. Donc, au regard des garanties retenues, du taux de cotisation et du montant des primes versées depuis le 1er janvier, il pourrait être intéressant pour nous de pouvoir comparer les offres tarifaires qu'obtiendrait le centre de gestion comparé au marché que nous avons en cours. Donc, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, d'accepter le principe de recourir à ce contrat d'assurance mutualisant les risques statutaires entre collectivités et établissements avec le centre de gestion 76. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au terme de la concurrence, la ville d'Yvetot sera libre d'accepter ou pas l'adhésion au contrat en fonction des résultats. C'est intéressant, c'est pas c'est pas un chèque en blanc qu'on signe. On dit OK, on participe à cette mise en concurrence, et à la fin, on décide si effectivement les conditions nous conviennent ou ne nous conviennent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous n'adhérons pas dès le début à la mise en concurrence, à aucun moment nous ne pouvons être rattachés au contrat qui sera parti. Et donc, de prendre acte que les tarifs et les garanties qui nous seront remis préalablement nous permettront de prendre la décision de signer ou pas la convention qui sera proposée, et de rappeler que quand il y a un contrat de ce type avec le centre de gestion qui assure toute la gestion du contrat, il y a des frais en fait qui s'élèvent à 0,15% de la masse salariale assurée par la collectivité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Je vous propose dans ces cas-là de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Bien, merci pour l'administration. L'arrivée de Louis Druot. Délibération suivante, Création de 2 emplois non permanents pour l'accroissement d'activité à la direction des services à la population et de l'éducation et au service vie de la collectivité. Virginie Blandin. Nous avons 2 agents qui partent en retraite au 31 décembre, qui travaillent à la direction de services de la population et de l'éducation, service vie de la collectivité. Donc c'est un poste d'agent de restauration, un poste d'agent en charge de la propreté, de l'hygiène et de la surveillance des cantines. Donc c'est des postes qui ne peuvent pas rester vacants pour assurer les taux d'encadrement au sein de nos cantines et assurer qu'on pourra faire à manger pour l'ensemble des élèves. Donc les recrutements sont en cours mais ne sont pas finalisés. Je vous rappelle que quand c'est des recrutements de fonctionnaires, il y a des délais pour que les fonctionnaires puissent arriver. Donc pour nous permettre de finaliser correctement les procédures de recrutement, on vous propose de pouvoir avoir un accroissement d'activité du 1er janvier au 31 mars maximum en fonction de la date d'arrivée des personnels afin de pouvoir assurer l'ensemble des prestations et donc de créer 2 postes non permanents à temps complet relevant du grade d'adjoint technique du 1er janvier au 31 mars maximum. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Point suivant. Ça aussi, qui s'est présenté tous les ans. Ça fait l'objet d'un passage en comité social territorial. C'est le plan de formation pour l'année 26. Présentation par Madame Blandin. Merci. Donc effectivement, tous les ans, on vous présente le plan de formation et les axes qui sont retenus pour l'année. Donc je vous rappelle que le plan de formation et l'information est un élément essentiel de la mise en œuvre des missions de service public et de la qualité du service qu'on va rendre aux usagers. C'est un outil qui nous permet d'accompagner les changements,
de pratique, les changements de métier et la gestion des ressources humaines. Donc pour 2026, nous vous proposons 4 axes stratégiques. Donc le premier, c'est impliquer les agents dans les démarches de transition écologique et numérique. Donc ça regroupe tout ce qui est action pour agir en faveur de la transition écologique, donc tout ce qui est les transitions en général dans la commande publique, notamment pour les achats responsables, sur les processus de dématérialisation, la sobriété numérique pour aider certains agents à appréhender les enjeux de l'environnement numérique, pour notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'outil informatique, la sensibilisation à économiser le numérique et à réduire l'empreinte carbone qui est liée à cette utilisation. C'est aussi appréhender les méthodes de mobilisation des intelligences pour construire au sein de la collectivité un avenir désirable. Vous savez que l'IA se développe beaucoup. Et nous, collectivités territoriales, nous avons besoin aussi de voir comment cette IA peut être intégrée dans nos activités et rassurer nos agents sur ce qu'est l'IA et comment elle peut être utilisée de manière sécurisée, on va dire comme ça. Donc tout un volet là-dessus. Le deuxième axe est de garantir le développement des compétences métiers et leurs évolutions au profit d'une haute qualité de services publics, en développant et en renforçant les compétences opérationnelles des agents en fonction de leur cœur de métier, de l'évolution réglementaire qui n'arrête pas, organisationnelle, les nouveaux métiers. L'objectif étant d'être à tout moment en phase avec l'activité législative et réglementaire, que ce soit la loi de finances, les élections, l'actualité statutaire pour tout ce qui est ressources humaines ou marché public, mais aussi pour maintenir les compétences dans les différents métiers de notre organisation. Et il y a tout un volet aussi sur le perfectionnement de l'approche des logiciels métiers, parce que ça évolue de plus en plus. Le troisième axe est accompagner les évolutions professionnelles et les carrières. En effet, dans la fonction publique, un des moyens d'évolution est la formation. Tout ça pour favoriser l'épanouissement et la motivation de nos personnels, en les accompagnant dans leurs projets d'évolution, que ce soit les prépas concours, les VAE, accompagner aussi nos agents en contrat d'insertion professionnelle ou nos agents contractuels afin de conforter une culture commune entre les agents. C'est aussi soutenir la gestion des inaptitudes en proposant des parcours de formation adaptés, que ce soit les périodes de préparation hors classement, les bilans de compétences ou l'immersion dans différents services pour découvrir d'autres métiers. C'est aussi ne pas oublier les obligations statutaires. Quand on a quelqu'un qui rentre dans la fonction publique, il y a des formations d'intégration qui sont obligatoires. Il y a des formations de professionnalisation aussi tout au long de la carrière qui leur permet d'accéder à d'autres emplois ou à de la promotion. Donc ça s'adresse bien à tous nos personnels. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'axe qui a été présenté notamment en F3 SCT, c'est d'assurer la mise en œuvre des formations réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, où on va retrouver toutes les formations réglementaires au poste de travail, toutes les formations en lien avec notre projet qualité de vie au travail pour limiter les risques psychosociaux et tout ce qui peut améliorer les conditions de travail. Donc, je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive, mais je dirais, donner quelques axes: l'accueil sécurité, les premiers secours, l'utilisation des défibrillateurs, la manipulation des extincteurs, tout ce qui est travail sur écran, tout ce qui est en lien avec les installations électriques, les produits chimiques, l'amiante, enfin voilà. On a une liste complète en fonction de l'ensemble des missions de nos collaborateurs, et l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient au dernier cri de l'ensemble de ces réglementations pour que la prévention soit maximale. Et puis, bien sûr, toute la sensibilisation qu'on continue sur les risques psychosociaux
pour pouvoir maintenir ces activités-là et s'assurer que nos personnels ont une qualité de vie au travail intéressante. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas de questions? Pas de complément. Donc dans ces cas-là, je vais vous inviter à prendre acte de la présentation de ce plan de formation et puis autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de cette délibération. Très bien, merci. L'ordre du jour n'est pas épuisé, puisque j'ai reçu 2 questions de Madame Degnaud sur 2 points. Des précisions sur le foncier du conservatoire de musique et sur la santé financière de l'MJ. Sur le conservatoire, je me permets de lire ou vous la lisez? Je vais la lire. Bien sûr, bien sûr. Donc, je me permets de revenir sur un sujet déjà abordé lors du Conseil communautaire du 13 novembre 2025. En effet, j'ai précisé que le bâtiment du Conservatoire de musique était actuellement mis à disposition gratuitement par la municipalité à la communauté de communes Yvetot-Normandie. J'ai en effet alerté sur le fait qu'avant de délibérer sur l'attribution du concours de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la réhabilitation du Conservatoire de musique, l'administration aurait dû prendre les dispositions ad hoc concernant soit le processus de transfert de propriété dans le meilleur des cas, ou soit, à minima, sur la rédaction d'un avenant en rapport avec l'objet de l'extension et la réhabilitation du conservatoire de musique. Donc, on a un peu débattu, et j'ai compris, à travers votre réponse, que vous étiez en sympathie avec le président de la communauté de communes d'Yvetot-Normandie, afin d'évoquer cette question. Cette réponse ne peut complètement nous satisfaire, nous les élus, au titre des administrés et du respect des règles publiques surtout. Alors je vous demande, Monsieur le maire, lors de ce conseil municipal, de nous éclairer sur les modalités et le calendrier que vous allez mettre en place pour résoudre ces désordres d'ordre juridique sur ce foncier. Bien, merci sur cette question. Tout d'abord, je tenais à rappeler que même avec mes adversaires, j'ai toujours de la sympathie. Mais la sympathie, ça ne veut pas dire de la complaisance, puisque par rapport à ça, j'ai des devoirs et des obligations que je présente. Ceci dit, je ne me sens pas outré par rapport à la sympathie. Je vis avec la sympathie tous les jours. Donc ça ne me choque pas sur le fond. Je sais que vous aviez eu de la sympathie pour le président à une certaine époque, peut-être un peu moins, mais ce n'est pas de ma décision ni de quoi que ce soit. Ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, je suis surpris de la surprise. Surprise pourquoi? Parce que ce conservatoire est en place depuis nos prédécesseurs. Je parle même des dates, on ne peut pas dire qu'on reprend, on n'était pas au siècle dernier cependant quand même, mais je dois dire que, oui, on était au siècle dernier, ça, puisque les années 80, 90, 92, on était au siècle, comme quoi le temps passe vite. Et par rapport à ça, c'est vrai que... Le conservatoire, c'est pas aussi vieux. Enfin, le bâtiment actuel du conservatoire, il a été livré en 2001, de mémoire. Non, mais là, je parle du conservatoire, parce qu'il a été construit avant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a été construit avant, c'était sous l'égide de l'ancien adjoint à la culture de la ville d'Yvetot, sous le mandat des maires précédents. Donc, je veux dire par là, c'est que, pour moi, ce n'est pas une nouveauté. C'est pour ça que je suis surpris de votre surprise, puisque déjà, vous avez fonctionné en tant que vice-présidente aux finances de la Comcom, et c'est un point qui était évoqué. Mais je dois dire par là qu'il y a, par rapport à cela, il n'y a aucun désordre. Il existe, vous l'avez signalé, 2 possibilités. La possibilité de la mise à disposition ou le transfert en pleine propriété.
Le processus qui a été adopté à cette époque-là, c'était la mise à disposition. Et celui qui jouit de la mise à disposition a les devoirs et les obligations du propriétaire. Je le vis ailleurs dans d'autres instances, mais ça n'a rien à voir avec ce sujet-là. Donc par rapport à cela, je dois dire aussi qu'avec la communauté de communes, nous parlons quand même. Nous avons, dans l'intérêt général aussi de la population de la ville et des communes environnantes, de l'intérêt général à regarder comment nous faisons. Ce que je peux dire que par rapport à cela, c'est une mise à disposition qui avait été consentie antérieurement et par rapport à cela, aujourd'hui, les obligations de la communauté commune qui bénéficie de cette mise à disposition, d'entretenir, d'organiser, de travailler sur, sachant toujours, encore une fois, que dans ce cadre-là, la propriété foncière ainsi que le bâtiment qui peut être construit reste et deviendra propriété de la ville à la fin d'un bail, soit amphithéotique ou conventionnel en fonction d'eux. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun désordre de ce type. Aujourd'hui, par rapport à cela, dans les discussions que nous avons avec la communauté de communes, c'est quel statut nouveau ou quel processus, je reprends vos termes, il pourrait être transféré, soit en pleine propriété ou maintenir la mise à disposition. Aujourd'hui, rien n'est acté. Rien n'est acté puisque on discute, on regarde si, évidemment, un transfert en pleine propriété peut s'effectuer parce que pour l'avoir fait dans d'autres instances, ça se pratique sans problème. Mais après, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans le dispositif de mise à disposition de ce bâtiment-là. Le seul point qui va interroger, parce que c'est une deuxième étape, le terrain qui jouxte le conservatoire, qui doit faire l'objet d'une extension du conservatoire pour la discipline théâtre, fera l'objet d'une autre convention ou peut-être une autre négociation par rapport à ce terrain-là. Moi, je parle du terrain qui jouxte, parce qu'il y aura peut-être un bas d'éclairage déplacé, il y a un problème aussi de travaux sur la partie électricité, parce que c'est l'électricité aussi qui part des Vikings, dont il y a un gros point de travaux à faire, mais voilà où on en est par rapport à cela. Je rappelle, mise à disposition actuellement, quelle est la situation du conservatoire et la communauté de communes qui bénéficie de ce processus peut travailler dessus avec peut-être pas des risques, mais sachant qu'au bout de la ligne, ça restera toujours la propriété de la ville si on ne fait pas de transfert en pleine propriété. Ce qui aujourd'hui est dans la discussion, mais rien n'est acté. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que demain, ce sera dans telle situation ou dans l'autre, ou dans le maintien. Mais aujourd'hui, voilà où nous en sommes par rapport aux discussions et que nous organisons des rencontres mensuelles avec la direction de la communauté de communes et la direction de la ville d'Yvetot. Alors, il est vrai qu'avec l'ex-président, j'avais évoqué en tant que vice-présidente ce point, et il est vrai qu'on a quand même un investissement de 4 millions d'euros. Ce n'est pas le remplacement d'une porte. 4 millions d'euros de réhabilitation et c'est légitime que cette question soit posée. Non, mais toutes les questions, pose un problème quand même. Toutes les questions sont légitimes. C'est votre question, moi c'est ma réponse que je viens de vous donner. Toutes les questions sont légitimes, je ne remets pas en cause la question. Je dis simplement, voilà quelle est la situation, voilà la discussion que nous entamons avec la communauté de communes, et après, une autre discussion qui viendra, et je viens de le dire, par rapport au terrain qui jouxte le conservatoire pour l'installation d'une nouvelle discipline, puisque vous le dites à juste titre, vous avez déjà travaillé sur le financement du conservatoire dans vos anciennes missions, et par rapport à ça, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a un système avec les marchés publics, les travaux, les maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, j'en passe, et les meilleurs, qui sont les règles et les points réglementaires de chaque marché public. Donc on en est là aujourd'hui. Si la situation, je ne manquerai pas, si la situation évolue, ou dans la décision qui sera prise, évidemment d'alerter. Cependant, je rappelle que les travaux qui seront diligentés par la communauté commune sur ce bâtiment-là a fait l'objet d'un avis favorable de décision de la communauté de communes,
à laquelle ici, même vous participez, ainsi que des collègues ici présents. Et aujourd'hui, je n'ai pas à m'immiscer dans le fonctionnement ni dans le budget de la communauté de communes. C'est une question foncière que je pose. Mais oui, mais La question foncière, elle est quand même importante. Je suis désolée, la communauté de communes fait un investissement de 4 millions d'euros sur oui. un bâtiment qui ne lui appartient pas, parce qu'il est mis à disposition. Et cette question, elle mérite d'être soulevée. Et surtout de trouver la solution la plus ad hoc pour les deux collectivités. Mais non, mais pour nous, on n'a pas de souci particulier. Si la Comcom a décidé d'investir 4 millions d'euros, ça a été voté, je ne vois pas pourquoi, en tant que maire d'Yvetot, je dirais non, c'est pas possible. Je vous accorde cette conclusion. Bien Mais sûr. moi, ça me questionne en étant avec les deux casquettes, comme beaucoup d'entre nous. On est à la fois conseiller communautaire D'accord. et conseiller municipal. Oui, mais vous savez très bien que c'est une objection que vous avez déjà faite, mais qui n'a pas été retenue. C'était juste le fait de se dire Mais non, mais la objection, question foncière mérite d'être Mais non, mais comment dire, l'espace foncier, il n'est pas... avec une solution. D'accord. Cette fois-ci, Je vous ai déjà dit, l'espace foncier, c'est pas nouveau. Il existe depuis toujours, puisque ça appartenait à la ville d'Yvetot. L'investissement que compte faire la communauté de communes, c'est dans l'intérêt général et dans leur propre délibération et dans leur propre programmation. Et qu'à ce titre, chacun s'est déterminé lors des votes respectifs sur ce projet-là. Mais je peux comprendre votre interrogation, mais l'interrogation que je peux vous donner, moi, je ne dirige pas la communauté de communes de Yvetot-Normandie. Deuxième question. On va passer à la deuxième question. À la deuxième. Eh ben, Je vous écoute. Donc, je chausse les lunettes. Alors, il s'agit de la MJC. Il circule des bruits en ville sur les défaillances financières de cet établissement, qui est un établissement sous format associatif, mais en convention d'objectif avec la ville. Et c'est donc la Maison des Jeunes et de la Culture. Il se dit même que le commissaire aux comptes aurait mis en route une procédure d'alerte auprès du tribunal judiciaire. Pouvez-vous nous éclairer et informer le conseil municipal sur ces points, défaillance financière et procédure d'alerte au tribunal judiciaire? Merci. Merci. D'abord, je ne pensais pas avoir ce pouvoir important d'éclairer, mais après tout, si ça peut être de mes missions, j'en accepte le challenge. Il faut savoir que par rapport à la MJC, Alain Bressaché pourra me compléter certainement. Par rapport à cela, c'est vrai que nous avons une convention d'objectifs qui est menée avec la MJ comme d'autres associations de la ville. Par rapport à cela, il y a un commissaire aux comptes qui est désigné par la compagnie des commissaires aux comptes, qui est une compagnie que je connais bien dans d'autres instances également. Et par rapport à cela, il y a ces rencontres, il y a des conseils d'administration, il y a le contrôle du commissaire aux comptes, qui peut faire quelques alertes, mais je dois dire aussi, encore une fois, que par rapport à ces alertes qui auraient pu être émises, le conseil d'administration de la MJC d'Yvetot prendra les mesures les plus adaptées pour revoir cette problématique-là. Nous, en tant que ville, et comme nous avons cette convention ou ce contrat d'objectif, comme vous souhaitez, on regarde avec précision, parce que la Maison des Jeunes dans la culture d'Yvetot, c'est pas quelque chose de neutre. C'est un beau pignon sur rue de la ville d'Yvetot qui date de X années. Là, c'est encore plus ancien que le conservatoire, qui date de X années, et ça permet à nos habitants de la ville et d'autres communes de bénéficier d'activités de toute nature. Là, déjà, on ne peut que s'en féliciter. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, d'abord, on ne travaille pas à la rumeur. Première chose. Non, mais je vous dis, on ne travaille pas à la rumeur, et surtout moi, je ne travaille pas à la rumeur, parce que la rumeur est souvent dévastatrice. Les mauvaises certitudes créent l'incertitude. Déjà, par rapport à cela, évidemment, nous regardons la situation de près telle qu'elle se présente. Cette convention d'objectifs, nous avons aussi à fournir tous les ans une subvention adaptée qui est conditionnée par ce contrat d'objectifs. Et aujourd'hui, je sais que le conseil d'administration, puisque
Notre collègue Alain Bressaché, ici, m'a fait part des solutions que pourrait prendre et des décisions que pourrait prendre la Maison des Jeunes, mais ça reste, malgré qu'on ait un contrat d'objectif, ça reste leur responsabilité et leur décision. Alain, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je peux ajouter que malgré les bruits qui courent, ce n'est pas une nouveauté, puisque à la dernière Assemblée générale en 2025, enfin fin 2024 même, la commissaire aux comptes avait déjà soulevé une problématique et lancé une procédure d'alerte qui permet normalement à l'association de revoir un petit peu sa façon de se gérer. Alors effectivement, je suis la MJC depuis de nombreuses années, je suis au conseil d'administration, on siège régulièrement. Donc à la suite de cette première alerte de la commissaire aux comptes, au mois de juin, il avait été convenu de revoir certaines modalités d'activité, d'action de la MJC. Les modalités qui avaient été mises en place ce mois de juin 2025 ont quand même un peu porté leurs fruits, mais pas suffisamment. Et puis vous savez bien que la vie d'une association, c'est jamais aussi simple et aussi linéaire qu'on le voudrait. Il y a eu quelques mauvaises surprises qui sont arrivées, et effectivement, l'association, je dirais qu'elle n'est pas en grande difficulté, mais doit faire quelques ajustements d'importance afin de redresser un petit peu le fil de sa gestion. Effectivement, le conseil d'administration, pas plus tard que la semaine dernière, a pris des décisions qu'il ne m'appartient pas de vous dévoiler ici. Décisions qui ont été portées à connaissance de la mairie, puisque nous avons aussi, au travers de cette convention d'objectifs, un droit de regard sur la gestion de l'association et sur les finances. Ces actions qui vont être mises en place par le conseil d'administration vont être validées par la commissaire aux comptes et repousser, encore une fois, le délai. Très difficile, une association de 1125 adhérents cette année, avec de nombreux animateurs, salariés, une gestion qui est un petit peu plus compliquée depuis 2 ans, puisqu'on avait fait le pari d'une codirection avec 2 jeunes professionnels, plutôt qu'un directeur un peu plus capé, puisque ces 2 jeunes étaient issus de notre propre formation. Donc on en subit aussi un peu les contre-coups et les aléas. Je pense que les choses vont finir par se régler, et de toute façon la ville reste un soutien indéfectible au travers de la convention d'objectifs et plus s'il le fallait, mais je ne pense pas arriver à des extrémités dangereuses pour l'association. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Bien, écoutez, merci. Je pense qu'on a donné les informations. Nous suivons de très près l'évolution. Et sachez que les mesures qui seront prises, nous regarderons aussi les mesures qui seront prises telles que le décidera le conseil d'administration de cette association, la Maison des Jeunes et de la Culture. Si nous en avons terminé. Avant de nous quitter, d'abord je voulais vous remercier pour votre participation de ce soir. Nous arrivons dans une période festive que je souhaite la plus sympathique possible et la plus douce à chacun d'entre vous, à tous vos proches, à vos amis, vos enfants, à tous vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères, et surtout de joyeuses agapes de fin d'année. Merci et je vous souhaite une bonne soirée déjà, et à l'année prochaine certainement.